Voilà. Et ensuite, c'est important, pour en finir donc sur la sélection des fonds adaptés à vos besoins, de consulter un document qui s'appelle le DICI, pour document d'information clé pour l'investisseur, qui existe pour chacun des fonds qui vous sont proposés. Et notamment, il y a 3 points importants à regarder dans un DICI. C'est d'abord l'échelle de risque qui va de 1 à 7. Donc 7 étant le plus risqué. Donc selon votre appétence au risque, c'est important de la prendre en compte. Vous retrouverez la durée de placement recommandée. Donc comme ça vous permet de choisir le fonds en fonction de votre horizon de placement. Et puis les frais, c'est important aussi de connaître les frais parce qu'il y en a. Alors même si votre employeur, et Virginie y reviendra, prend en compte les frais de tenue de compte tant que vous êtes salarié. C'est d'ici, comment les consulter, comment les trouver? Ils sont en général sur Internet, dans votre espace personnel épargne salariale. Donc, vous allez les trouver à cet endroit-là. Et si vous ne les trouvez pas, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre employeur qui doit les tenir aussi à votre disposition. Voilà ce que je souhaitais vous indiquer sur les fonds. Et Virginie va prendre le relais sur comment faire vivre votre épargne salariale tout au long de votre vie. Alors, une fois investi dans l'épargne salariale, il ne faut surtout pas vous en désintéresser, bien au contraire, comme vous le faites pour votre compte bancaire, il faut le suivre très régulièrement. Pour cela, vous avez souvent à votre disposition, et les teneurs de compte vous les adressent, des codes d'accès qui vous permettent de consulter en ligne l'état de votre épargne salariale. Et donc, c'est très facile de pouvoir suivre régulièrement. Par ailleurs, chaque année, votre teneur de compte doit vous adresser un relevé de compte annuel dont les mentions ont récemment été uniformisées et qui fait apparaître en particulier la performance, la valorisation de vos avoirs en N-1, mais également les frais qui ont pu être prélevés au cours de l'année écoulée. Alors, si votre situation évolue, vous pouvez vouloir effectuer un arbitrage, notamment lorsque votre horizon de placement soit s'est allongé, soit au contraire s'est raccourci. Dans ce cas, il ne faut surtout pas prendre cette décision en se précipitant. Il faut notamment prendre en compte le contexte, comme on a pu le voir en cas de baisse des marchés, comme c'était le cas en mars dernier suite à la crise sanitaire. Certains épargnants ont pu vouloir arbitrer leurs avoirs afin de limiter leurs pertes, tandis que d'autres ont pu vouloir profiter de cette baisse pour investir davantage. Mais quoi qu'il en soit, la première chose dont il faut s'assurer, c'est que l'arbitrage envisagé, c'est-à-dire le changement de fonds, correspond bien à votre profil, à vos objectifs, à votre projet. Là où je souhaite aussi attirer votre attention, parce que ça reste une source de litige qui arrive quand même régulièrement à la médiation, c'est à ne surtout pas confondre transfert et arbitrage, qui sont 2 opérations dont les conséquences sont bien différentes. L'arbitrage consiste à modifier la répartition de son épargne salariale entre les différents fonds qui sont proposés au sein d'un même dispositif, PE ou PERCO. Tandis que le transfert consiste à déplacer son épargne placée sur son PE vers son PERCO. En revanche, l'opération inverse n'est absolument pas possible. Il est interdit de transférer les sommes placées sur le PERCO ou le PERCOL, qui par définition sont bloqués jusqu'à la retraite, vers votre PE. Toutefois, il existe des possibilités de transférer évidemment un PERCO vers un autre dispositif d'épargne retraite. Donc, comme on l'a vu, je vais Comme on l'a vu, bloqué pendant 5 ans, tant que vous savez sans doute, il existe des cas de déblocage anticipé. Dans ce cas, donc il y a certains cas sont communs. C'est le cas notamment, par exemple, de l'acquisition de la résidence principale. D'autres sont propres à chaque dispositif. Par exemple, pour le PE, le mariage ne sera débloquable que pour le PEE, tandis que pour le PERCO, l'expiration des droits à l'assurance chômage ne constitue un cas propre au PERCO. Je voulais aussi attirer votre attention sur un nouveau cas de déblocage anticipé qui a été instauré en juin 2020 et qui permet aux bénéficiaires de débloquer les sommes placées en cas de violence conjugale. Bien entendu, l'objectif est d'aider le bénéficiaire à faire face aux conséquences matérielles qui peuvent résulter de cette situation. Alors,
si vous souhaitez débloquer votre épargne salariale de façon anticipée, quels sont les points vraiment d'attention qu'il faut avoir en tête? La première chose, c'est de bien identifier le fait générateur, c'est-à-dire l'événement qui va justifier le déblocage que vous demandez. Il faut également identifier le dispositif, puisque comme on vient de le voir, tous les cas ne permettent pas de débloquer la totalité de votre épargne. Si vous souhaitez, par exemple, débloquer pour l'acquisition de votre résidence principale, dans ce cas, les sommes placées aussi bien sur le PEE que sur le PERCO seront débloquables. En revanche, pour la naissance, par exemple, de votre troisième enfant, vous ne pourrez débloquer que les sommes placées sur votre PE. Là où il faut être également attentif, c'est les délais dans lesquels vous formulez votre demande. Dans un certain nombre de cas, il est prévu un délai de 6 mois à compter du fait générateur, donc de l'événement. C'est le cas notamment pour le mariage ou pour la naissance du troisième enfant. Par contre, pour ce qui est, par exemple, de la cessation du contrat de travail, il n'y a aucun délai. Vous pouvez à tout moment demander le déblocage des sommes placées sur votre PE. Vous devez également bien vous renseigner sur les sommes débloquables et les justificatifs à fournir. En effet, des justificatifs que vous fournirez pourra dépendre dans certains cas le montant qui sera débloqué. Je m'explique. Par exemple, pour l'acquisition de la résidence principale, la réglementation vous autorise à fournir à l'appui de votre demande soit le compromis de vente, soit l'acte authentique. Si vous choisissez de fournir le compromis de vente, seules les sommes qui ont été comptabilisées avant la signature de ce compromis pourront être débloquées. En revanche, si toutefois des sommes étaient comptabilisées entre la signature de votre compromis ou alors la signature de l'acte authentique, alors là, vous ne pourrez absolument pas faire une demande de déblocage complémentaire. Enfin, dernier point important, en cas de litige, Florence l'a dit tout à l'heure, mais je me permets de vous le rappeler, vous pouvez bien entendu saisir le médiateur de l'AMF. C'est une procédure qui est gratuite et amiable. Avant tout, il faut que vous ayez formulé une réclamation écrite auprès de votre teneur de compte. Et si la réponse qui vous est faite ne vous satisfait pas ou si vous n'obtenez pas de réponse, vous pouvez alors nous adresser votre demande. Et pour ce faire, un formulaire est à votre disposition sur le site internet de l'AMF. Alors là, on va s'intéresser à un moment qui est quand même charnière en ce qui concerne l'épargne salariale, c'est le départ de l'entreprise. Avant ce départ, si votre employeur distribue habituellement, vous verse un abondement, il peut être judicieux d'effectuer, si vous le pouvez et si vous le souhaitez, un versement volontaire afin de bénéficier de cet abondement correspondant. Après le départ, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez bien évidemment demander le déblocage de votre PE, mais attention seulement de votre PE, puisque la cessation du contrat de travail n'est pas un motif de déblocage du PERCO. Vous pouvez aussi choisir de conserver votre épargne. Mais alors là, j'attire votre attention sur le fait que les frais qui étaient préalablement pris en charge par votre employeur seront dorénavant à votre charge. Votre employeur doit d'ailleurs vous en informer au moment de votre départ. Il s'élève généralement à une trentaine d'euros par an. Si ce n'est que pour le PERCO, la loi Pacte a mis en place un double plafonnement afin de réduire l'impact des frais sur ce dispositif qui est amené à n'être débloqué qu'à la retraite, avec un maximum de 20 euros par an et si le PERCO est valorisé à moins de 400 euros, ces frais ne peuvent pas représenter plus de 5% du montant. Un autre élément sur lequel je tiens à attirer votre attention, c'est de penser à mettre à jour au moment de votre départ de l'entreprise vos coordonnées et plus globalement en cas de changement ultérieur. Il s'avère que encore trop souvent, les salariés indiquent dans leur adresse électronique une adresse professionnelle qui est généralement celle de l'entreprise qu'ils quittent. Or, ils peuvent être amenés à recevoir ultérieurement des informations qui les concernent, notamment en N+1 avec l'attribution éventuellement d'une prime de participation et ou d'intéressement, et s'exposent dans ce cas-là, en l'absence de réponse, au placement par défaut dont vous a parlé tout à l'heure Florence. Enfin, un troisième choix possible, c'est de transférer vers un autre dispositif.
Dans ce cas, les dates de disponibilité de votre épargne restent inchangées. Il faut noter aussi que votre employeur peut prendre en charge certains frais. La loi Pacte, dont on a beaucoup parlé, a instauré plus de transférabilité et c'était l'un des principes fondamentaux de cette loi, en permettant aux salariés de transférer son PERCO vers un pair. Toutefois, un seul transfert n'est possible tous les 3 ans si vous êtes encore dans l'entreprise, mais l'est à tout moment lorsque vous quittez l'entreprise. Et ce transfert est gratuit si vous détenez ce dispositif depuis plus de 5 ans. On va s'intéresser maintenant à un autre moment clé qui est le départ en retraite. Alors, dans ce cas-là, encore une fois, là encore, l'épargnant a un choix qui s'offre à lui. Il peut soit décider de conserver son PERCO ou son PER collectif sur lequel il pourra continuer à effectuer des versements volontaires sans toutefois bénéficier de l'abondement puisqu'il a quitté l'entreprise et sera également redevable des frais de tenue de compte comme on l'a déjà expliqué. Vous pouvez aussi choisir de débloquer cette épargne et là, vous avez une grande souplesse sur les modalités de sortie. Vous pouvez en effet choisir de sortir en capital et c'est-à-dire de bénéficier de l'intégralité de la somme immédiatement et de pouvoir l'utiliser librement pour financer un projet, l'acquisition d'une résidence secondaire, un voyage. Vous pouvez aussi faire le choix de le convertir en rente viagère qui, quant à elle, vous permettra de bénéficier d'un revenu complémentaire régulier qui vous sera versé à vie et avec la possibilité aussi de prévoir, afin de protéger votre conjoint, d'une réversion en cas de décès. Alors, un point qui est aussi intéressant à souligner sur le déblocage du PEE et du PERCO, c'est qu'il faut savoir que ce déblocage est possible dans les 2 ans qui précèdent le départ en retraite, mais seulement pour l'acquisition de la résidence principale et sous réserve que le bénéficiaire s'engage à l'occuper à titre principal dans les 3 ans qui suivent le déblocage. Alors ensuite, on peut s'intéresser à la fiscalité à la sortie du PERCO. Donc, si vous optez pour une sortie en capital, le capital et les plus-values sont exonérés d'impôts. Les plus-values sont cependant soumises à des prélèvements sociaux qui, à l'heure actuelle, s'élèvent à 17,2%. Si vous optez pour une rente viagère, là, c'est un abattement qui s'applique sur le montant de la rente et qui dépend de l'âge du bénéficiaire au moment du versement de la rente. Là encore, les prélèvements sociaux s'appliquent sur la partie qui est imposable. Donc, par exemple, pour illustrer mon propos, si vous avez entre 60 et 69 ans inclus lors de la mise en place de la rente, vous bénéficierez alors d'un abattement de 60% et vous indiquerez 40% du montant annuel de la rente sur votre déclaration d'impôt. Voilà, j'espère que ces éléments seront de nature à vous éclairer au mieux en cas de déblocage anticipé notamment. Et je repasse la parole à Florence pour conclure. Merci Virginie. Alors, en conclusion et avant de répondre à vos questions, je vais déjà vous donner un point important, oui, que je ne vous ai pas indiqué au début. J'ai vu qu'il y avait eu un certain nombre de questions sur le sujet. Vous aurez accès au replay. En fait, après l'événement, vous recevrez un mail avec un lien. Donc, voilà, si vous voulez revoir certains points, parce que peut-être qu'on est passé un petit peu vite, voilà, il y a ce replay. Et sachez que si vous voulez vous inscrire lors de prochaines webconférences, si vous êtes inscrit, mais que le jour J, pour une raison X ou Y, vous n'êtes pas disponible, vous recevez aussi ce lien vers le replay. Donc, voilà, c'est important dès qu'il y a un sujet qui vous intéresse de penser à vous inscrire. Et puis, sachez donc en conclusion qu'il y a un certain nombre de sites qui sont dédiés à l'épargne salariale et plus globalement à ces questions d'épargne. Alors déjà, sur l'épargne salariale, il ne faut pas hésiter à consulter le site pédagogique dédié qui est épargne-salariale-france.fr. Donc, c'est un site que nous avons mis en place avec un certain nombre de partenaires, la Finance pour tous, l'Association française de la gestion, la Direction générale du travail et la Direction générale du Trésor, et puis un certain nombre d'autres partenaires, et notamment les teneurs de compte dans lesquels votre épargne salariale est investie. Donc, ce site, c'est vraiment une mine d'informations assez simple. Donc, si on ne répond pas à toutes vos questions, n'hésitez pas à aller le consulter parce que vous trouverez sans doute la réponse dessus. Et puis sinon, vous pourrez toujours contacter AMF Épargne Info Service. Et puis, plus globalement, pour toutes vos questions concernant l'épargne financière, n'hésitez pas à aller aussi sur notre site amf-france.org et sur l'espace épargnant
dont je vous ai parlé. Et puis enfin, écoutez, n'hésitez pas à rester en contact, notamment sur les réseaux sociaux ou avec notre newsletter.